Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où 35 jeux s'affrontent dans des duels sans merci. Eh oui, on est maintenant au 20e épisode. Félicitations, Vincent. Félicitations, Sam. Et pour rendre ça un peu spécial, on s'est dit qu'on allait faire un épisode récapitulatif de tous les duels qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais sous la forme d'un pub Meeple, comme on vous a annoncé dans les épisodes précédents. Fait que c'est ça va être un top 35 jeux, mais c'est pas nos 35 jeux préférés. C'est les 35 jeux qu'on vous a présentés dans un duel, puis là, on va faire un classement du meilleur au plus pourri. Mais c'est tous des bons jeux, parce qu'on les a tous présentés dans les duels. Ouais, il y a juste toi qui en a peut-être présenté un ou deux de mauvais goût, mais sinon ça va. Ouais, ça, j'allais dire, il y en a la moitié qui sont bons pour sûr, l'autre moitié on verra, mais bon. Quelle moitié qui est quelle, on le sait pas. Vincent l'a mentionné, on vous a demandé dans les épisodes précédents d'aller faire ce classement-là, vous autres aussi, puis on a compilé tous ces résultats-là, puis ça va être ce qui va nous servir de bris d'égalité quand on sera pas d'accord sur quel jeu qui est le meilleur entre les deux. Je pense qu'on peut commencer à s'attaquer tout de suite au jeu. Donc, première comparaison, c'est deux de tes jeux. On a Heaven and Ale, qu'on avait défendu dans l'épisode Ça va brasser, et Skull Tales Full Sail, qu'on avait défendu dans l'épisode jeu de pirates. Donc rapidement, Heaven and Ale, c'est un jeu de un euro classique. On essaie de monter les différents ingrédients de notre bière sur la traque de qualité, si on veut. Le but du jeu, c'est de pas trop se spécialiser puis d'essayer de monter tous les trucs égales pour avoir la meilleure bière possible. À ça, on ajoute aussi une dimension où il faut construire notre champ, dans le fond, autour de notre abbaye, pour pouvoir produire les différents ingrédients qui vont être utiles pour fabriquer la bière. Fait que c'est ça, c'est de la gestion de ressources, une espèce de puzzle spatial, comment on place nos tuiles pis tout ça, pis nos... Fait que c'est très tight, c'est très puzzle, très stratégique. Moi, j'aime beaucoup. Puis de l'autre côté, on a Skull Tales Full Sail, qui lui est plus ce côté Ameritrash, si on veut, donc un dungeon crawl à thématique Pirates des Caraïbes, où on va avoir différentes classes de personnages là qui ont différentes habiletés. Il y en a qui sont plus guerriers, plus meilleurs avec des fusils, il y en a même qui font de la magie, parce que oui, il y a de la magie dans ce jeu-là aussi. On se bat contre des marins anglais, mais aussi des chasseurs de primes, puis des créatures surnaturelles. Puis là, on a une petite histoire là, avec un trésor maudit qu'on essaye de retrouver, puis de se débarrasser après, parce que finalement, la malédiction est vrai. C'est ça. C'est aussi un jeu qui se joue souvent en trois parties, où est-ce qu'on avait une phase de jeu qui est dans la ville, où là on va commercer, on va aller acheter nos choses pour améliorer nos personnages et notre bateau. On a après ça une phase de voyage, qui est vraiment une carte de la mer, où on va déplacer un bateau, où on va devoir affronter les éléments. Et on a une dernière partie qui est un peu plus dungeon crawl, où là on a plein de méchants qui arrivent, puis qu'il faut se battre et se défendre contre. Fait que, vas-y donc en premier, lequel que t'as le plus envie de jouer? Dans ce cas-là, c'est clairement Heaven and Ale. Je trouve que il est beaucoup plus plaisant. Les règles sont plus simples, sont plus claires. Skull Tales, il devenait un peu plus un système de jeu de rôle, quasiment, je trouvais. Alors que Heaven and Ale, on a un euro classique qui se joue bien, qui est un bon casse-tête au final. Puis qui a une thématique assez originale. Je suis d'accord avec toi, je vote Heaven and Ale aussi. OK. Deuxième comparaison. Oh, là, on a un jeu, en fait, qui n'est ni de toi ni de moi, mais plutôt de David, notre collègue de Professeur Board Game. Donc, on a Tyrants of the Underdark contre 3. Je vais expliquer 3, puis tu t'expliqueras Tyrants après. Puis en plus, c'est deux jeux qui étaient dans le même épisode, qui étaient les jeux qui sont le mieux à 3 joueurs, justement. C'est vrai. Donc 3, c'est un autre euro assez beige. Dans le fond, c'est un jeu de placement d'ouvriers, placement de dés. On recrute des dés pour faire différentes actions. On peut acheter les dés des autres.
c'est super interactif, ça peut être super coupe-gorge. S'il y a des tours où on se fait acheter toutes nos dés puis qu'on peut pas faire grand-chose, parce que dans le fond, quand les autres veulent nous acheter nos dés, on n'a pas le droit de dire non, on ramasse l'argent puis on pleure. Puis c'est ça, là, il y a plein de trucs à gérer, là. On a chacun des objectifs secrets qui vont valoir des points en fin de partie, mais qui sont des points qui vont être scorés par tout le monde. Il y a différentes menaces qui vont attaquer la ville de Troyes, puis qu'il faut essayer de défendre en utilisant nos dés, mais on veut aussi se ramasser de l'argent, se ramasser de l'influence, se ramasser des points. Donc plein de choses à gérer, plein de façons de faire sacrer vos amis, plein de dés qu'on peut utiliser de façon différente. De l'autre côté, Tyrants of the Underdark, utilisant en fait deux mécaniques principales. On a un aspect deck building, puis on a un aspect contrôle de territoire. Chaque joueur est un peu une famille de créatures qui contrôle, et l'idée c'est d'utiliser les cartes pour pouvoir prendre le contrôle du territoire. Puis chaque faction, dans le fond, au début de la partie, on va sélectionner un deck particulier, puis il va falloir construire à partir de ça. Ah, mais en fait, on en a choisi deux. Il y a comme quatre factions, puis on en prend deux de ça, on mélange ça. Puis en plus, on a des cartes qui sont tout le temps là. Fait qu'à chaque partie, on a des stratégies différentes qui peuvent émerger, puis dépendamment de quel deck est mélangé avec quel deck, ça va créer des combos différents. Moi, de mon côté, je pense que je vais y aller pour Tyrants of the Underdark, parce qu'il mélange vraiment deux types de mécaniques que moi j'aime beaucoup. C'est ça, contrôle de territoire, deck building. Je trouve qu'il y a moyen d'aller chercher comme un petit plus à combiner ces deux options-là. On a la thématique Dungeon and Dragon un peu qui vient me chercher aussi parce que j'ai été un joueur de jeu de rôle dans ma jeunesse. Puis 3, pas que 3 ne soit pas un bon jeu, mais c'est un peu plus sauvage. Puis je me rappelle d'une partie où je me suis fait voler tous mes dés. Ça laisse un peu un goût amer en bouche. Bon. Il y a une mauvais perdant qui ressort déjà. En plus, je trouve pas le bowl, t'as même pas joué, je pense, à Tyrants of the Underdark. Non, en effet, j'ai pas joué à ce jeu-là. Tu votes pour lui pareil, tu vois. Il vote même pas en connaissance de cause. Bon, fait que, premier désaccord, moi, évidemment, je vais voter pour 3, c'est mon jeu. Comme tu dis, là, pas que Tyrants of the Underdark est un mauvais jeu, mais 3 est juste meilleur. Voyons voir ce que les auditeurs en ont pensé. Tyrants of the Underdark se trouve devant 3, malheureusement. Ah, tu vois, même les gens me donnent raison. Et c'était proche, par exemple. Il y avait seulement 4 positions différentes. Là, je commence à me demander si Pub Meeple n'a pas écouté notre podcast, parce que là, on a exactement le duel qu'on a eu la dernière fois. Donc, du dernier épisode de 2012, donc Terra Mystica contre Keyflower. Bon, rapidement, si vous avez pas écouté le dernier épisode, Keyflower, c'est un jeu d'enchères où on va avoir des meeples de différentes couleurs qu'on peut utiliser soit pour miser sur des tuiles qu'on veut ajouter à notre village, ou soit pour activer des tuiles qui sont soit aux enchères, soit dans notre village, ou soit dans le village des autres. Puis la twist, c'est que dans un round, si on commence à jouer sur une tuile d'une couleur de meeple, on peut pas changer après ça, puis les autres sont obligés de suivre cette couleur-là. Fait que parce que c'est bien connu, ceux qui sont arrivés par le Keyflower étaient tous des racistes puis ils voulaient pas travailler avec les meeples des autres couleurs. Fait que super interactif, du engine building, des enchères, un peu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, mais c'est vraiment je dis souvent que c'est un des jeux qui a le plus grand nombre de sacs par minute parce que on n'attaque pas directement les autres, mais on peut tellement gâcher leur plan en utilisant les meeples d'une couleur en particulier sur une tuile au bon moment. C'est délicieux. De mon côté, je vais vous décrire un peu Terra Mystica. Dans ce jeu, chaque joueur représente un peuple qui doit construire son village pour, dans le fond, conquérir la Terra Mystica. Dans ce jeu-là, on est très dans un jeu euro où il va y avoir beaucoup de gestion de ressources. On va devoir améliorer nos villages pour pouvoir accumuler des ressources supplémentaires. On a beaucoup de gestion d'actions. Dans le fond, la partie va durer sur 6 tours. À chaque tour, on va avoir des points différents qui vont être attribués en fonction des actions qu'on va effectuer. Et un jeu un peu moins interactif, où l'interaction avec les autres joueurs va être plus limitée. Il y a des points de friction quand même. Ouais. Il y a de la compétition pour les différentes actions de pouvoir. Et on peut bloquer les autres sur le board, les empêcher de relier leur ville en construisant au moment et à l'endroit opportun. Un jeu très complexe, mais vraiment satisfaisant. Oui, je suis d'accord, mais mon vote va évidemment à Keyflower parce que c'est mon jeu. Ouais, puis moi je vais aller vers Terra Mystica.
Et la foule nous dit Terra Mystica. Oh! Mais encore une fois, c'est très serré, 3 positions de différence entre les deux jeux, donc il s'en est fallu de peu. Pour le prochain duel, je pense que je sais déjà pourquoi Sam va voter. Isle of Sky contre Guards of Atlantis 2. Oh! Je commence avec Isle of Sky, c'est un jeu que j'ai défendu dans l'épisode 2, qui était le meilleur jeu pour partir une collection. Donc c'est un jeu assez simple, accessible, mais qui est quand même rempli de décisions intéressantes. Donc c'est un jeu de placement de tuiles, où on va construire notre petite île de Sky. Au début de la partie, il va y avoir 4 objectifs qui vont valoir des points, puis là, à certains rounds, le premier round, mettons, on score A, deuxième round, on score B, troisième round, on score A et C, etc., etc. Donc, on sait à quel moment que les objectifs vont être importants. On peut viser le court terme, le long terme. Puis la twist, c'est qu'on va, à chaque tour, mettre des tuiles aux enchères, puis les autres joueurs peuvent venir nous les acheter. Puis là, dépendant c'est nous autres qui décident le prix qu'ils vont nous les acheter. Puis si personne nous l'achète, ben on doit payer ce prix-là, puis placer notre propre tuile sur notre île. Fait qu'il faut pouvoir gérer un peu en fonction de ce que les autres veulent, parce qu'il y a moyen de s'arranger pour que on fasse en sorte qu'une des tuiles qui soit vraiment essentielle à la stratégie d'un joueur coûte vraiment cher pour pouvoir se la faire acheter. Et si on la met trop cher, ben là, c'est nous autres qui est poignés pour la payer, puis on n'a plus d'argent pour le tour d'après pour en acheter aux autres. Fait que c'est un pensez-y bien. Puis de l'autre côté, on a mon jeu préféré, Gods of Atlantis, un jeu inspiré des MOBA, donc un jeu d'équipe, de confrontation. Chaque joueur va incarner un héros avec des pouvoirs différents, va avoir une main de carte qui va gérer nos mouvements, nos actions, nos combats. Aucune chance, aucun hasard. La sélection d'actions simultanées, puis après ça, on résout nos cartes dans l'ordre d'initiative. Combo cool qu'on peut faire avec nos coéquipiers. Il y a plusieurs façons de gagner. On peut se concentrer à attaquer les minions pour essayer de pousser l'armée dans le trône adverse, ou on peut juste essayer de juste tuer les héros de l'autre équipe pour accumuler de l'argent, monter de level, améliorer notre personnage. C'est vraiment le gros paquet. Là. Moi, j'ai joué au-dessus de 200 fois, je me tanne pas. C'est mon jeu préféré, jamais que je vais voter contre. Gods of Atlantis 2. On dirait quasiment que tu t'étais préparé à te défendre celui-là. Ben, cette fois-ci, je vais te donner raison. Moi aussi, je vais voter pour Guard. Yeah! Ok, ben là, on a un duel quand même facile. On revient encore avec l'épisode 2. Le meilleur jeu pour pouvoir commencer une collection. Donc, de mon côté, j'avais défendu Seven Wonders. Et en face, aussi, un de mes jeux préférés, Sight. Donc, Sight, qui est un jeu qui a l'air d'être un contrôle de territoire, mais qui est beaucoup plus un jeu de engine building. Donc, chaque joueur représente une faction qui combat pour pouvoir contrôler un ancien territoire de l'Europe de l'Est. En tout cas, de l'Europe, ouais. Chaque faction va être différente, va avoir des capacités qui vont être différentes, va aussi avoir un tableau économique qui va être différent, puis on a des combinaisons de ça qui vont jouer qui vont entrer en ligne de compte. Ce qui est vraiment cool, c'est le mécanisme de sélection d'actions. On va avoir 4 actions du haut, 4 actions du bas, puis là, d'une partie à l'autre, ces paires-là seront pas les mêmes. Ça va être variable. Fait que c'est vraiment d'aller optimiser ça, trouver où est-ce qu'on peut aller chercher les ressources qu'on a besoin pour faire les actions qui sont plus payantes pour nous. Oui, puis à travers ça, justement, on a plein de façons de faire des points différents. Ça va de l'amélioration de nos actions, c'est de déployer nos mecs qui vont aller se battre, c'est de produire des ressources. Il y a aussi des événements aléatoires lorsqu'on explore la carte. Moi, j'adore ça. Aussi. On peut peut-être juste présenter Seven Wonders avant de voter, par exemple. Ouais, ok, je me suis laissé un peu emporter, mais oui, donc Seven Wonders, chaque joueur est un peuple qui doit construire sa merveille et sa ville. L'idée, c'est qu'on va tout avoir un paquet de cartes qui va avoir soit différents bâtiments, on va avoir de l'argent, on va pouvoir payer de l'argent et des ressources pour pouvoir construire ces bâtiments-là. Une fois qu'on a fait notre construction, on va passer notre paquet de cartes à notre voisin, on va avoir un nouveau paquet de cartes. Puis encore une fois, on va tourner comme ça à construire des bâtiments. L'idée ici, c'est de justement faire en sorte que notre tableau de cartes se tienne, puisse nous permettre de construire facilement les cartes suivantes, aller chercher des points, parce qu'on a des cartes qui font des points, on a notre merveille qui donne des points aussi. Chaque merveille a aussi des pouvoirs différents. Je pense là, c'est gestion de ressources, draft,
C'est ça, il y a différentes stratégies qui peuvent nous mener à la victoire. Il y a du militaire, du scientifique, de l'économique, mais faut essayer de balancer tout ça puis de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, là. Ouais, vraiment, c'est ça. Un jeu très facile à prendre en main aussi. Un classique dans toutes les collections, je pense. Mais je vais aller vers le site. Ouais, c'est ça, moi aussi. Seven Wonders, c'est dépassé. Là, on a des jeux qui vont être quand même assez différents. Donc, on a Dead of Winter, The Long Night, et on a à côté Merchants and Marauders. Donc, on a des pirates et des zombies. Merchants and Marauders, c'est un jeu un peu bac à sable, sandbox, où on va être un pirate, un capitaine de bateau, et il va falloir un peu choisir notre destinée, à savoir est-ce qu'on va être un pirate sanguinaire qui va piller des marchands à travers les 7 mers, en fait non, à travers la mer des Caraïbes, et ou sinon on va être un paisible marchand qui va faire son petit bout de chemin en fournissant les ports les plus riches avec les marchandises qui sont en demande. On peut aussi faire des quêtes, engager du monde dans notre équipage, améliorer notre bateau, s'acheter un meilleur bateau. On a vraiment plein de jouets, puis surtout avec l'expansion, là, c'est comme 11 modules qu'on peut ajouter pour notre bon plaisir, puis c'est comme amuse-toi avec ce que tu veux, essaye de trouver une façon de faire des points avec ça, puis go. C'est ça. On a vraiment beaucoup de liberté dans ce jeu-là, puis je pense que c'est ça que j'aime, ça représente vraiment l'aventure des pirates. De l'autre côté, on a Dead of Winter, The Long Night, qui est un peu inspiré de Walking Dead, puis de tous les autres clichés de zombies, si on veut. Puis un jeu qui prend pas trop au sérieux, mais qui a quand même des sujets sérieux, parce que, dans le fond, on est comme tous dans la même colonie, chacun on est comme un petit groupe de survivants dans cette colonie-là qui essaye de survivre. C'est un jeu coop. Mais en même temps... C'est compétitif, parce que tout le monde a comme, chaque groupe a son petit objectif secret qu'il veut remplir. Ça se peut même qu'il y ait un trade parmi les joueurs que son objectif c'est de faire échouer la colonie, carrément. On a différents scénarios qui viennent dans le jeu, donc ça va varier d'une partie à l'autre. Ça peut être justement de clairer la colonie des zombies, de bâtir des améliorations, d'aller explorer Raxxon, qui est la compagnie méchante qui est probablement responsable de l'apocalypse de zombies en premier lieu. Puis c'est cool, ce que je trouve cool, c'est le système de crossroad events, là, donc les croisées des chemins. C'est que pendant le tour de Vincent, moi je vais piger une de ces cartes-là puis la lire. Puis si Vincent pendant son tour avec ses actions remplit certaines conditions qui sont sur la carte puis que Vincent ne sait pas c'est quoi, mais je vais arrêter son tour, puis là, je vais dire là, vu que t'as envoyé telle personne à telle place, voici là, une petite mise en situation. T'as trouvé une vieille madame pendant que t'étais sorti pour trouver quelque chose. Fais vraiment pitié. Est-ce que tu veux dépenser de tes médicaments pour l'aider? Qu'est-ce que tu fais? Donc là, Vincent il a le choix entre perdre des ressources pour prendre soin de la madame ou juste l'abandonner à son sort. Puis là, dépendamment des choix qu'il fait, il va avoir des conséquences qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Puis c'est ça. Dans ces cartes-là, il y a beaucoup d'événements qui peuvent des fois être très sérieux, très matures. Puis d'un autre côté, le artwork, le nom des cartes, puis il y a des items dans le jeu qui sont des livres qui te donnent des bonus. Puis comme les titres de ces livres-là sont assez hilarants, merci. Là, on dirait que ça mélange comme des trucs plus sérieux à la Walking Dead, puis des trucs vraiment de films de série B de zombies. Dans un amalgame que moi j'aime beaucoup, donc mon vote va à Dead of Winter. J'ai envie d'aller dans ce sens-là, moi aussi, bien que j'ai défendu Merchants and Marauders, mais Dead of Winter, il y a un petit twist qui est intéressant. J'aime l'aspect co-op, mais pas tout à fait non plus. Ouais, on s'en rappelle là de la game qu'on a joué avant l'épisode, puis que David nous a trahis, qui est rentré dans la colonie, qui a mangé toutes nos réserves de bouffe, puis qui s'est mis à nous tirer dessus pour nous tuer, pour faire perdre le dernier moral qui nous restait, pour que lui puisse gagner sa partie. Encore un autre duel qu'on a fait. Celui-là, il va être chaud, par exemple, mais je suis un peu triste parce que je pense que c'est un jeu que j'avais demandé à ce qu'on monte dans les rangs puis qui a pas fini par monter. Donc, d'un côté, on a Star Wars Rebellion et de l'autre côté, on a War of the Ring. Donc, encore une fois, le duel des thématiques grosses armées qui s'étaient affrontées. Dans le fond, les deux jeux, si on veut, c'est comme Star Wars et War of the Ring, mais crée ta propre histoire avec ça. C'est un peu ton what if de
de ces deux univers-là, où t'as une armée de méchants gigantesques qui vont affronter une armée de gentils qui fait un peu pitié, puis qui doit un peu se bâtir sur elle-même pour essayer de survivre. C'est ça, qu'il y a d'autres façons de gagner au final. Tu sais, dans les deux jeux, tu peux gagner par le militaire, là, soit que l'Empire va aller détruire la base rebelle, ou soit que les forces de Sauron vont conquérir les villes des peuples libres de la Terre du Milieu. Puis de l'autre côté, ben t'as l'armée rebelle qui veut juste comme temporiser, accomplir des objectifs secrets pour rallier le support des peuples de la galaxie et amener la révolution contre l'Empire. Ou t'as la communauté de l'anneau qui se promène secrètement sur l'immense plateau puis qui essaie de se rendre jusqu'au Mordor pour pouvoir détruire l'anneau puis bannir Sauron des Terres du Milieu. Dans chacun des jeux, les personnages des univers sont importants, ils vont te permettre de faire des actions particulières lorsqu'ils sont impliqués. Il y a des événements qui ont lieu dans les livres, dans les films, qui peuvent être recréés à peu près mot pour mot à travers les parties. Avec les jeux de cartes, mais ça peut aussi être des trucs un peu plus champ gauche. Là, on peut avoir Pipin qui va mener l'armée de nains dans l'Edrador ou Lando qui va chercher Yoda pour ne pas devenir un Jedi, puis Luke qui est un peu assis dans son coin puis qui est fâché parce que il aurait pu. Mais c'est ça. Fait que les deux gros jeux qui malgré le fait que ce soit des jeux un peu associés à des franchises qui se démarquent par leur qualité. Ouais. Puis moi, je vais voter pour War of the Ring. Et moi, je vais voter pour Rebellion. Et la foule me donne raison cette fois-là. Et une première. Mansion of Madness, 2e édition, contre Aeon's End Legacy. Donc, Aeon's End Legacy, c'est un deck builder co-op Legacy, comme le nom le dit, où dans le fond, on va jouer avec chacun, on va avoir notre deck de cartes qu'on va construire à mesure que le scénario va avancer. On a une petite intrigue scénaristique qui va suivre, dans le fond, notre campagne. On va améliorer notre personnage pour obtenir des habilités supplémentaires à mesure que la campagne avance. On va acheter des cartes, on va battre des méchants. C'est vraiment bien plaisant. Puis il y a un autre co-op, dans le fond, Mansion of Madness. Puis dans le fond, c'est un peu... on est dans le mythe, dans l'univers du mythe de Cthulhu, de Lovecraft. On va explorer généralement des manoirs, puis tout ça, on a une intrigue, une enquête à résoudre. Donc c'est un jeu co-op où il va y avoir beaucoup un aspect investigation. On va essayer on va devoir trouver ce qu'il faut faire pour gagner régulièrement. C'est très dépendant de l'application. C'est vraiment un hybride, quasiment jeu vidéo, jeu de société. Même des fois, je trouve ça tire quasiment plus sur le jeu vidéo. Oui, c'est vrai que l'application permet ça. Il y avait une édition précédente où, en fait, il y avait comme un joueur qui jouait le rôle de maître du jeu. Puis là, il a été remplacé par une application. Puis ça permet aussi une meilleure rejouabilité parce qu'on peut varier un peu les scénarios d'une fois à l'autre. Le même scénario va être joué de façon différente, même si on joue plus qu'une fois. Et donc, comme t'as dit, moi j'ai jamais joué à Aeon's End, mais je vais quand même voter pour ça. Et c'est les seuls commentaires que je vais faire. Moi, je vais voter pour... c'est difficile, ça. C'est deux jeux que j'aime bien. Juste pour la contradiction, je pense que je vais y aller avec Mansion of Madness dans ce cas-ci, parce que j'aime les deux jeux. Eh bien, les auditeurs me donnent raison, et ils vont avec Aeon's End Legacy. Oh. Donc, on a d'un côté un de nos jeux de party, Codenames, contre un joueur en fait, contre lequel Codenames n'a aucune chance, Cyclades. Oh! Ouais, fait que c'est deux jeux que j'ai présentés. Codenames, c'est pas vraiment besoin de présentation, je pense, là. Tout le monde a déjà joué à Codenames. Sinon, achetez-le, jouez. Vous allez être content, vous pouvez jouer à ça avec n'importe qui, c'est drôle, ça joue vite. C'est ça, c'est un petit jeu de mots en équipe. Il y a une personne qui donne des indices, qui essaie de relier les différents mots qui sont sur la table. Fait que, mettons que je veux relier 3 mots, ben je vais dire un indice qui relie ces 3 mots-là, 3, puis là, mes coéquipiers vont se consulter, essayer de savoir à quoi je pouvais bien penser. Puis ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est être dans l'autre équipe, puis de dire des niaiseries pour essayer de déconcentrer l'autre équipe. Puis là, accidentellement, tu donnes un indice, puis là, ton coéquipier, il se tire les cheveux parce que t'es en train de les aider. Ça arrive des fois. Mais ça fait partie du jeu, puis j'aime ça. Ouais, non, c'est cool, c'est léger, ça se sort en toute occasion, c'est bien. C'est vraiment mon jeu de partie préféré.
Mais à côté, on a Cyclades, qui est un autre jeu de contrôle de territoire. Je vais te laisser le décrire vu que c'est ton jeu aussi. Ouais, donc c'est un jeu basé sur la mythologie grecque. On est des différents peuples qui vénèrent différents dieux. Sa particularité, c'est que on va accumuler de l'argent puis on va pouvoir miser avec cet argent-là dans différentes enchères. Donc à chaque tour, on va miser sur les différents dieux. Puis si on gagne l'enchère sur un dieu, ben, ça va dicter les actions qu'on peut faire dans ce tour-là. Donc par exemple, on a Arès qui nous permet de rajouter de nouvelles troupes, d'attaquer. On a Poséidon qui nous permet de mettre des bateaux, puis de déplacer ces bateaux-là pour pouvoir permettre à nos troupes de se déplacer, parce que dans le fond, le plateau, c'est un archipel. L'archipel des Cyclades. C'est ça. Donc, il y a différentes îles, on veut se déplacer d'une île à l'autre pour pouvoir attaquer les autres. Puis bref, c'est ça. Chaque dieu nous permet de construire un bâtiment en particulier, puis le but du jeu, c'est de contrôler 3 métropoles. Fait que les métropoles, on peut les avoir quand on construit les 4 types de bâtiments différents sur une même île. Fait que là, ça crée une métropole. Puis le but, c'est d'en prendre 2. Ou 3 si on joue à 2 joueurs. C'est ça. Puis il y a quand même beaucoup de confrontations, mais les mouvements sont assez limités justement du fait qu'on a peu d'occasions de se déplacer. Fait que c'est un jeu qui peut être très cruel en début de partie. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il faut... Oui, un aspect contrôle de territoire, confrontation, mais il y a quand même un côté construction d'engins, puis parce que plus qu'on contrôle le territoire, plus qu'on fait d'argent, puis on a des façons d'aller chercher des rabais pour nos enchères. Donc, si on construit un bon engin en début de partie, comme j'avais fait la fois que j'ai joué contre Vincent, ben... Ouais, mais on avait mal joué aussi. C'est vrai, il y avait une erreur de règle, mais je t'ai planté pareil. C'est vrai. Mais c'est pas grave, je suis capable de plier sur mon orgueil, parce que moi je vais voter pour Cyclades. Je suis d'accord, Cyclades, c'est un de mes jeux préférés. Ok, donc on a encore un party game ici. Télestration contre Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Donc Télestration, comme je disais, c'est ça, c'est un autre jeu de party, où au final c'est un peu comme le jeu du téléphone, en dessin. Fait que ça peut amener des éléments un peu cocasses. Parce que c'est pas tout le monde qui a les meilleurs talents en dessin, puis des fois aussi c'est que les gens vont se laisser un peu aller. Ouais, ben c'est le genre de jeu que tu joues en prenant un verre d'habitude, là. Ouais. Fait que des fois ça paraît ces dessins ou sur les choses qu'on devine. Ouais. Parce que dans le fond on alterne. On a un dessin, on écrit qu'est-ce qu'on pense que c'est. La personne suivante dessine ce qu'on a écrit. Fait que là, ça se déforme au fil que le cahier se passe autour de la table, puis à la fin, ben c'est complètement différent de ce que c'était au début. Ouais. Puis souvent, en fait, c'est les trucs les plus innocents qui deviennent les plus horribles. En tout cas, avec mon groupe de jeu, là. De l'autre côté, on a un jeu totalement différent, Vicomte of the West Kingdom. Donc le dernier dans la deuxième trilogie de Shem Phillips. C'est un jeu de deck building. Oui. Ouais, il y a comme un tapis roulant de cartes. Ouais, c'est ça, mais on va ajouter une nouvelle carte, on peut en enlever. Puis c'est ça, il y a 3 cartes qui sont sur notre tableau en tout temps, puis là, à chaque tour, ils vont se décaler de 1, mais là, il y a moyen de bouger pour qu'il y en ait qui restent plus longtemps, d'autres pas. Il y en a qui ont des pouvoirs quand on les met, il y en a qui ont des pouvoirs quand ils tombent, il y en a qui ont des pouvoirs qui sont actifs tout le temps qu'ils sont là. On récolte différentes ressources, on peut construire des bâtiments, écrire des parchemins, bref, il y a plein de façons de gagner. On peut envoyer nos ouvriers dans le château, dans le milieu. Faut surveiller notre vertu puis notre corruption. Bref, un gros jeu euro assez costaud. Puis c'est ça, je trouve qu'il se démarque avec sa mécanique de deck building et de tapis roulant de cartes. Là. Donc on a un tableau qu'on se construit mais qui est en constante évolution, en constant mouvement. Donc moi ça a mon vote sans hésiter. Je vais y aller pour ça, moi aussi. Ok, on commence à avoir des jeux récurrents. Donc, on revient avec Heaven and Ale contre Concept, un autre jeu de party un peu plus léger. Concept, c'est un peu un jeu de devinette. Tu peux soit prendre une carte puis essayer de faire deviner le concept à notre équipe, ou à l'inverse, on peut inventer aussi ce qu'on veut. Puis l'idée, c'est un peu on a un tableau. En fait, on a un plateau sur lequel il y a plein de symboles, puis c'est de donner des indices aux autres en mettant donc des pions ou des cubes sur notre plateau pour pouvoir essayer de donner des indices pour faire comprendre à l'autre qu'est-ce qu'on veut lui faire deviner. Moi, c'est Heaven and Ale. Je vais y aller avec Heaven and Ale aussi. Donc maintenant, on a Skull Tales contre Concept. Skull Tales. Ouais, je pense que on va prendre ça aussi. Oh, comparaison intéressante ici.
On a Alchemist et contre The Crew de Quest for Planet 9. Donc, Alchemist, c'est un jeu de déduction, de placement d'ouvriers. Que chaque joueur est un alchimiste dans l'université, puis qui doit essayer de faire ses recherches, dans le fond, pour trouver les propriétés alchimiques de différents ingrédients. Donc, l'idée, c'est qu'on va mélanger des potions, on va les tester sur nos étudiants, on va les tester sur nous-mêmes, on va essayer de les vendre à des aventuriers à qui on va promettre que ça va peut-être marcher ou pas pantoute. Puis, combinant, c'est ça, les différents ingrédients, on va apprendre sur les caractéristiques de ces ingrédients-là, pour ensuite faire des publications qui peuvent être réfutées par nos collègues ou par nous-mêmes parce qu'on réalise qu'on s'est trompé. Ou parce qu'on a fait exprès de bullshiter pour se dépêcher d'avoir les subventions disponibles. Exactement. Et profiter de la réputation qu'on a en étant le premier à publier. Ouais, c'est pas du tout ironique et une parodie de qu'est-ce qui se passe dans le milieu académique pour vrai. Pas du tout. De l'autre côté, on a The Crew, qui est un jeu coopératif, qui est un jeu de levée, donc de trick-taking. Dans le fond, il va y avoir différents scénarios qui vont devenir de plus en plus difficiles. Puis là, chaque joueur va avoir des missions qui vont lui être confiées. Donc, Vincent pourrait devoir gagner le 3 rouge. 3 rouges. Moi, faut pas que je gagne le jaune. Parce que si on parle, on a essayé dernièrement la nouvelle version là, de Crew Mission Deep Sea, donc qui est la version revampée, améliorée. C'est le même principe, mais encore mieux. Il y a plus de diversité dans l'émission, c'est un peu plus épicé, si on veut. Là. Ouais, les défis sont quand même plus relevés. Ça sort un peu plus outside the box. C'est vraiment cool. J'adore beaucoup. C'est un choix difficile pour moi. Je vais te laisser votre en premier. J'allais dire, j'ai plus de fun un peu à jouer à Alchemist juste à cause de la thématique, l'aspect aussi que, tu sais, on est scientifique, fait que la thématique vient me chercher un peu plus. Puis je pense, c'est ça, c'est un peu le autour du jeu, il est plus cool, mais c'est vrai que The Crew est aussi bien plaisant, mais The Crew, il est plus simple, plus accessible. Fait que moi, je suis plus Alchemist. Je pense que je vais y aller avec The Crew. Oh! Ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, ce jeu-là, je l'adore. Mais c'est vraiment une décision déchirante. On va voir ce que nos auditeurs en ont pensé. C'est The Crew. Bon, là, on recrée encore un épisode. Fait que ça va encore être difficile. On a ici V-Sabotage contre Spirit Island. Spirit Island, c'est un jeu où on a des esprits qui vont essayer de repousser les colons envahisseurs. C'est un jeu qui est super asymétrique. Chaque esprit va jouer de façon vraiment différente. C'est un jeu qui est coop, donc on est tous ensemble contre l'envahisseur. Moi, j'adore les jouer en solo. C'était ça le thème de cet épisode-là, le meilleur jeu solo. C'est un jeu que j'ai joué vraiment beaucoup, que je me tanne pas non plus. Il y a 24 esprits différents maintenant avec toutes les expansions. C'est vraiment génial d'y replonger. C'est super thématique, mais juste avec le artwork puis la description des pouvoirs puis des esprits, c'est ça qui crée l'histoire. C'est un jeu qui est pas narratif, mais qui est immersif, puis qui est très casse-tête, très le fun à jouer. D'habitude, j'aime pas trop ça les jeux coop parce que j'ai le problème que je suis un joueur alpha, là, donc le corps arrière qui essaie de dire à tout le monde qu'est-ce qu'il devrait faire, mais que ce jeu-là, c'est tellement complexe, il y a tellement de trucs à gérer que t'as pas vraiment le temps de dire aux autres quoi faire. Mais de toute façon, j'aime mieux y jouer en solo parce que justement, comme ça, je peux me dire qu'est-ce que j'ai à faire, puis je le fais, puis tout le monde est content. De mon côté, j'avais défendu, c'est ça pour l'épisode de jeu en solo, le jeu V-Sabotage, qui rappelle beaucoup le vieux jeu d'ordi Commando. Donc, on est une escouade de militaires qui s'infiltrent à travers les lignes ennemies, qui doit agir de façon subtile pour réaliser différents objectifs. Donc, on a plusieurs scénarios qui consistent à plusieurs missions, qui vont avoir des objectifs variés. Chaque personnage qu'on va jouer va avoir un équipement de départ particulier et une habilité particulière. Il y a une mécanique de furtivité qui est vraiment importante. On doit essayer de ne pas être découvert. Si on est découvert, il faut essayer de se cacher pour pouvoir réaliser notre objectif. Donc, il y a semi-composante narratif, là, dans le sens où il y a un peu d'histoire à travers c'est quoi telle opération, mais c'est pas non plus... Ouais, c'est comme, c'est inspiré d'opérations réelles qui ont eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus une mise en contexte qu'une narration, si on veut. Ouais. Mais c'est un autre jeu où tu vas créer ton histoire en jouant. Tu t'en rappelles de la fois que ton médic est mort en sauvant quelqu'un d'autre, puis t'as réussi la mission avec plein d'ennemis aux trousses, puis il y en a un qui est resté derrière pour les retenir pendant que les autres se sauvaient, puis que son sacrifice ne sera pas oublié. Mais mon vote va quand même à Spirit Island.
Moi, je vais voter contre moi cette fois-ci. Je pense que je vais voter pour Spirit Island. J'ai rejoué quelques fois après, puis j'ai trouvé c'est vrai que c'est un très bon jeu. Puis moi, mais je l'ai pas joué en solo, par contre. J'ai joué avec des gens, puis j'ai trouvé mon compte. On a eu bien du plaisir. Donc, Spirit Island. Pour le prochain duel, on a Dune Imperium contre Innovation. Donc, on avait un jeu qui avait été caractérisé par Sam comme étant vraiment horrible. Puis, à côté, ben, on a Dune. Oui, t'avais dit que les dessins étaient pas beaux. En tout cas, ou qu'il y avait un dilemme sur genre à quel point... Ah ouais, c'est parce qu'il y a deux versions du jeu. Il y a la première édition qui est vraiment laide, puis moi j'ai la nouvelle de Yellow qui a du artwork dessus. Qui est pas juste du clip art. Ouais. Qui est un peu mieux, mais bon. Qui est beaucoup mieux. Je l'avais présenté dans nos meilleurs jeux à deux, parce que c'est un jeu techniquement qui se joue à 2 à 4, mais qui est vraiment mieux à 2. C'est un jeu où on va construire la civilisation, mais pas vraiment. C'est plus comme le thème que le... Au final, c'est qu'on construit un tableau de cartes. Chaque carte va avoir des icônes dessus, puis là, il y a 7-8 différentes sortes d'icônes. Si on en a plus que l'autre, on peut y faire subir des conséquences, dépendamment des cartes. Toutes les cartes sont plus brisées les unes que les autres. Tu passes ta game à dire « Quoi? T'as le droit de faire ça? » Mais non, c'est pas vrai que tu peux faire ça, c'est sûr que tu vas gagner. Puis là, finalement, tu remontes la partie 2-3 tours après parce que toi, t'as pogné l'autre carte qui est le compte parfait à cette carte-là. Tu vas attaquer sur un autre front. C'est du chaos contrôlé. Les premières fois que tu joues, tu te dis « Ah, c'est totalement random ce jeu-là, ça n'a pas de bon sens. » Mais quand tu commences à connaître le jeu, puis à le maîtriser, il y a vraiment beaucoup de stratégies que tu peux appliquer, beaucoup de façons de gagner. Différentes conditions de victoire. Plus les âges avancent, plus les cartes deviennent wild, plus ils peuvent te permettre de gagner. Savoir comment surfer la vague de ce chaos-là, c'est la façon de gagner à Innovation. Et de mon côté, dans l'épisode Placement de paquet, j'avais défendu Dune Imperium. Donc, Dune Imperium, c'est ça, c'est un mix de placement d'ouvriers et de deck building. La mécanique principale, c'est que pour pouvoir placer notre ouvrier, qui est notre agent, sur le plateau, il faut jouer une carte qui est associée au type de territoire qu'on veut aller activer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les cartes qu'il nous faut pour visiter les endroits qui nous intéressent. Une fois qu'on a fini de placer nos ouvriers, en fait, on n'en a pas beaucoup. On va révéler le reste de notre main de carte pour effectuer d'autres pouvoirs. En parallèle, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on va utiliser toute l'influence qu'on peut pour améliorer pour créer des alliances avec les différentes factions de l'univers de Dune. On va aussi avoir une scène militaire qu'il va falloir prendre en compte parce que les gagnants de la zone de combat vont gagner différents bonus. Ça va nous permettre d'accumuler des points. Et c'est un jeu qui joue quand même assez rapidement comme tel. On arrête à 10 points, puis généralement on fait 1 à 2 points par tour. Son hook, puis ce qui est cool, c'est que dans le fond, chaque carte, il y a 2 éléments dessus, soit l'endroit où on peut envoyer notre ouvrier avec, ou ce que ça nous donne si on la garde dans nos mains jusqu'à la fin du round. Puis des fois, il y a même des effets quand on va placer notre ouvrier. Fait qu'on a vraiment beaucoup des interactions avec les cartes comme ça. C'est ça. C'est que c'est cool, c'est un bon jeu, mais moi je vais quand même voter pour Innovation. Ok. Ben, moi je vais voter pour Dune. Ouais, la foule te donne raison aussi. Ouais. Il est beaucoup plus beau aussi, puis maintenant t'as même l'upgrade pour des composantes. Là. Ah oui, que tu peux t'acheter 3 jeux pour le même prix. 2. Ok. Maintenant, pour le prochain duel, on a Tyrants of the Underdark, dont on a parlé tout à l'heure, et on a Acro-Thierry. Acro-Thierry, c'était mon jeu préféré à 2 joueurs. C'est un jeu, dans le fond, qui combine placement de tuiles et de pick-up and deliver. Dans le fond, on est un peu des explorateurs qui découvrent une archipel autour de nous, puis l'idée, c'est de découvrir des temples. On va avoir des cartes qui vont nous indiquer où on peut trouver tel ou tel temple, puis ça va dépendre, dans le fond, du positionnement de certaines tuiles et de certains éléments à travers ces tuiles-là. Ouais, ben chaque tuile a comme un élément dessus, puis là, on va faire un tableau collectif, puis il faut essayer de placer nos tuiles pour respecter nos plans à nous. Puis c'est vraiment une course à trouver tous nos temples. C'est ça. Puis on a un petit élément d'escalade, parce qu'à mesure qu'on trouve des temples, on débloque des actions, ça fait qu'on peut améliorer nos possibilités. On a des ressources de différentes couleurs, différents éléments. Plus cet élément-là est présent sur le plateau, plus il vaut cher, fait qu'on peut jouer avec un peu cette économie-là pour maximiser l'argent qu'on fait en allant revendre nos ressources. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs intéressants dans ce jeu-là. Je suis d'accord, mais je vais quand même voter pour Tyrants of the Underdark. Vote pour Acro-Thierry. C'est Tyrants qui l'emporte.
et de loin. Côte-Thierry n'est pas très haut. Les gens ont juste pas assez joué à ce jeu. Putain, c'est un vieux jeu. Ça fait longtemps qu'il est là. Fait que peut-être qu'il est juste... Tombé dans l'oubli. Tu sais, c'est pas non plus un jeu peut-être qui a marqué l'histoire des jeux de société, mais moi je l'aime quand même. Non, il est bien. Le Tyrant, c'est solide. Bon choix, David. Fait que là, on a 3 contre Acro-Thierry encore. 3. Assez dur, là. Parce que c'est pas facile. Parce qu'en plus, c'est que, tu sais, c'est dur d'être subjectif parce que c'était mon jeu. 3, c'était quand même cool. Je vais aller pour 3. Ah, là, ici, on a 2 jeux que moi, j'ai défendus. On a Quadropolis contre War of Whispers. Dans Quadropolis, c'est un jeu de casse-tête. C'est ça, on doit construire notre ville en ayant cherché dans un pool commun des différents types de bâtiments. Chaque type de bâtiment va scorer des points de façon différente. Donc, on a des habitations, on a des ports, des industries, des parcs. C'est ça. Fait que, bref, chaque type de bâtiment va apporter ses points de façon différente. On essaye d'optimiser tout ça en plaçant ça dans notre quartier. Puis, ce qui est cool, c'est on va utiliser des architectes qui ont différentes valeurs de chiffres, puis qui vont déterminer quelles tuiles qu'on peut aller chercher, puis qui vont bloquer les tuiles, enfin bloquer une rangée puis une colonne pour le joueur suivant. C'est un peu ça le point d'interaction du jeu, c'est qu'on bloque les tuiles qu'on sait que l'autre veut aller chercher. Sinon, c'est ça, cet architecte-là aussi détermine où est-ce qu'on a le droit de placer notre tuile sur notre plateau personnel. Fait qu'il faut penser à ça quand on joue nos architectes. Il y a 2 façons aussi de jouer le jeu. Une façon où est-ce que les architectes sont communs, puis on a une façon où les architectes sont un pool individuel. C'est ça. Puis les règles sont assez simples, mais on peut quand même se casser la tête à essayer d'optimiser notre score. À côté, on a A War of Whispers. C'est intéressant parce que c'est un jeu dans lequel on joue une société secrète qui a intérêt à ce que une ou l'autre des factions sur le terrain se retrouve victorieuse. En fait, c'est que ça a l'air d'un contrôle de territoire encore, mais où on n'est pas associé directement à une faction. C'est ça, on contrôle pas les armées, on fait juste comme les influencer pour notre agenda personnel. Donc, tous les joueurs dans le fond, vont faire différents points en fonction de à quel point chaque royaume performe. C'est ça, on a des factions qu'on veut qu'ils fassent bien, on a d'autres qu'on veut qu'ils fassent mal. On peut bluffer puis essayer de deviner c'est quoi que les autres. Dans quelle faction les autres sont plus investis. Oui. On peut à un moment, si on veut, interchanger justement nos allégeances en cours de partie, sauf qu'à ce moment-là, on les révèle. Mais sinon, tout se fait justement derrière les rideaux, dans le fond. Tout est caché, puis on essaye un peu de déduire qu'est-ce que les autres veulent faire, puis on essaye de... Ouais, on est un peu comme Varys contre Littlefinger. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, puis ça va avoir mon vote. Ça va être pour ça que je vais aller aussi. A War of Whispers. Donc maintenant, ici, on a Chronicles of Crimes contre The Estates. Donc, Chronicles of Crimes, c'est un jeu, c'est vraiment un jeu d'enquête interactif avec une application. Nous autres, dans ce cas-là, on a Chronicles of Crime 1400, je tiens à le préciser. On est un personnage qui a des espèces de visions d'un crime qui s'est passé. On va être interpellé par un client et il faut enquêter. Donc, il va falloir se promener de lieu en lieu, interroger les personnages, explorer des salles, des scènes de crime pour essayer de trouver des indices. C'est ça, le hook, c'est vraiment l'application qui permet justement d'explorer les salles en 3D, d'interroger les personnages en scannant un personnage, en scannant d'autres personnages ou des objets pour y poser des questions sur ces personnes ou ces choses-là. Puis il y a vraiment, c'est ça, une interaction parce que des fois, si on va à un endroit où on parle à quelqu'un de quelque chose, ça va influencer l'enquête. Fait qu'on a vraiment on se sent vraiment impliqué, je trouve, dans cette enquête-là. Ouais, c'est assez immersif. De l'autre côté, c'était The Estate. C'est un jeu d'enchères où on est des conseillers municipaux corrompus qui se graissent la patte dans les compagnies de construction de la ville, puis qui, dans le fond, on était chargés de construire deux nouvelles rues, puis nous, on décide qu'on en fait 3 parce qu'on va se faire plus d'argent comme ça. Fait que c'est un jeu qu'on peut gagner en ayant 0 point, parce que au final, la partie s'arrête soit quand il y a plus de composantes ou quand il y a 2 rues qui sont complétées. Mais ça peut arriver qu'il y ait aucune rue qui soit complétée. Puis là, toutes les rues valent des points négatifs. Puis
dans le fond, les rues vont se construire avec des bâtiments qui appartiennent à des compagnies. Puis le premier joueur qui place un bâtiment de cette compagnie-là, ben, tous les autres bâtiments de cette compagnie-là vont lui appartenir jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est possible de se ramasser avec pas de compagnie puis de gagner quand même. Ouais, puis c'est ça, puis on peut justement se voler les buildings en construisant par-dessus les autres. On peut finir des buildings plus vite pour pouvoir bloquer certaines personnes. C'est hautement interactif. Ah, c'est super coupe-gorge, super simple à expliquer, mais comme plein de décisions intéressantes, puis c'est vraiment un très bon jeu, là. Moi, je vais voter pour ça. Je vais aussi aller pour The Estates, juste pour l'aspect coupe-gorge, puis que c'est un autre jeu avec beaucoup de sacs par minute, je pense. OK. Maintenant, on a le meilleur jeu au monde. Gloomhaven contre Watson et Holmes. Deux de tes jeux. Ouais, donc Gloomhaven, rapidement. Je pense pas que j'ai besoin de m'étendre beaucoup, là. Gros dungeon crawl, super grosse campagne, plein de classes uniques, un système de cartes vraiment cool, où on choisit 2 cartes à chaque tour, on fait le haut de une, le bas de l'autre. On tape sa gueule des monstres, on améliore notre bonhomme, on devient hot. Niveau de difficulté aussi très intéressant parce que il y a pas trop de hasard, fait que souvent, tu sais, quand tu perds, c'est parce que t'as pas adopté la bonne stratégie, pis ça, je trouve ça vraiment bien. Ouais. Puis de l'autre côté, on a Watson et Holmes, qu'on a parlé il y a pas si longtemps non plus, qui était contre Chronicles of Crime, donc un jeu thématique de Sherlock Holmes. Il y a des crimes, faut analyser l'information, se rendre dans les différents lieux, puis trouver l'information, déduire qui a fait le crime, mais sa twist, c'est que c'est un jeu compétitif, donc on est tous, c'est comme une course à savoir qui va résoudre le mystère en premier. Vraiment cool, super bien écrit. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui n'a quand même aucune chance contre Gloomhaven. Ouais, non. C'est le meilleur jeu au monde. Donc, moi aussi, je vais voter pour Gloomhaven dans ce cas-ci. OK. Donc, maintenant, on a deux de mes jeux, puis moi, je vais avoir de la misère quand même à choisir, je pense. On a Terra Mystica contre Cthulhu Death May Die. Donc, Cthulhu Death May Die, c'était celui qui devait s'affronter contre Gloomhaven dans notre épisode Dungeon Crawl. Cthulhu Death May Die, c'est un jeu qui voulait pas trop se prendre au sérieux, dans le sens où on a déjà tout fait l'enquête pour pouvoir trouver comment arrêter l'invocation d'un dieu très ancien. Puis là, on s'en va le tuer avec à grands coups de shotgun. So We're Wrong About Games, Mark il dit souvent que c'est du dumb fun. Ouais. Alors, c'est une bonne description. On est en jeu coop, on a des personnages qui vont avoir des caractéristiques différentes, puis que plus ils vont devenir fous, plus ils vont devenir forts, mais jusqu'à un certain point où justement ils vont être tués par leur propre folie. On va avoir des monstres sur le plateau, c'est un jeu qui a vraiment une allure super belle sur le plateau parce qu'on a des figurines impressionnantes de monstres tentaculaires. C'est un jeu aussi qui est très modulaire, dans le fond, c'est là que va être sa rejouabilité. À chaque partie, on choisit des héros, on choisit un scénario, on choisit un gros méchant, on s'installe, on joue, puis on brasse aussi des nombres de dés astronomiques. On rentre dans le tas, on brasse des dés, puis on pète des mais moi, mon vote va aller pour Terra Mystica. Ouais, je pense que je vais y aller. Sérieux, Terra Mystica, il est pas loin de mon top 5. Mais ça va être Cthulhu. Et on va revenir aux auditeurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu besoin d'eux, on était pas mal d'accord l'an dernier. Ouais. Faire changement. Oh, je suis surpris, mais c'est Cthulhu Death May Die qui l'emporte. Je pense que c'est peut-être un cas d'accessibilité. Peut-être, oui. Parce que Terra Mystica est quand même un des jeux les plus complexes qu'on a décrits. Mais, tu vois, Terra Mystica a été raté par plus de gens que Death May Die. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui préfère Gaia Project maintenant. Ah, c'est possible. En tout cas. Oh, j'ai des flashbacks de notre premier épisode. Guards of Atlantis 2 contre Sight. Guards. Sight. Ouais, c'est ça qui Parce que Guards of Atlantis n'est pas sorti encore, donc ça aide pas à être très connu. Ok. Ben, Guards va avoir une deuxième chance parce que c'est Guards contre Seven Wonders. Alors, come on. Ouais, non, je vais y aller avec Guards ici. Merci. Ah. Seven Wonders contre Isle of Sky. Ben là, Isle of Sky. Seven Wonders. Alors, est-ce que... Oh, Isle of Sky. Il était quand même très dans le top 10 de nos auditeurs, Isle of Sky. Quand même. On retrouve War of the Ring contre Dead of Winter. War of the Ring. Eh. Hey, tu peux pas, là. Le Seigneur des Anneaux, la
guerre totale. De toute façon, peu importe ce que je prends, ça va être War of the Ring parce qu'il est très haut dans le top de nos auditeurs. Vous avez raison, les auditeurs. Fait que je vais éviter de me commettre. Bon, ben, ça va être à peu près le même dilemme, sauf que là, je pense que je vais perdre à cause que les gens ont pas assez voté pour Star Wars Rebellion, parce que c'est Star Wars Rebellion contre Dead of Winter. Oh, fait que là, c'est moi le tiebreaker. Oh! Fait que finalement, je suis obligé de choisir, parce que dans ma tête, tu sais, War of the Ring puis Rebellion sont à peu près sur un pied d'égalité. War of the Ring un peu plus haut parce que c'est moi qui l'ai défendu. Mais la vraie réponse, c'est genre, quelle franchise t'aimes le mieux entre les deux, là? Ben, il y a aussi un système, le système de choix d'action est un peu différent aussi, tu sais. Là, je pense que le truc qui fait que je serais tout le temps pour Rebellion, c'est le fait que, dans Lord of the Ring, il faut que tu brasses des dés pour avoir tes actions. Ouais. Mais ça nous aide pas, là. Ah! C'est dur! Je veux dire, dans Star Wars Rebellion, il y a une Death Star. Tu peux détruire des planètes. Hein, tu peux péter des zombies. Fait que tu peux péter plus que des zombies, là, avec une Death Star. Tu peux trahir tes amis aussi. Tu peux corrompre quelqu'un au côté obscur. Tu peux les transformer en zombies. C'est un peu comme les corrompre au côté obscur. Je vais y aller avec Rebel. C'était pas facile. J'ai senti la douleur. Ok. Là, on est à Cyclade contre Aeon's End Legacy. Cyclade. Oh! C'était un duel, ça, en plus. Puis là, tu votes pour moi. C'était mécanique hybride, c'est vrai. Haha! Nice! Ouais. Ça, c'est à cause de le contrôle de territoire. J'ai un faible pour ça, là. Je sais pas, on dirait que j'aime ça, taper sur les gens. Codenames contre Aeon's End. Moi, je vais aller pour Aeon's End. C'est dur, parce que j'ai pas joué. Ouais, mais il faut que tu l'essayes en plus. Hein. Sérieux, c'est du bon deck building, puis co-op, je trouve que ça ajoute un truc de plus. Ouais, non, c'est juste par manque de temps pis d'occasion. C'est pas par manque d'intérêt que je l'ai pas essayé. Je pense que je vais y aller avec Yanzen. Là, je suis vraiment intéressé de ton choix. Codenames contre Mansion of Madness. Codename. Ah, wesh. Non, Mansion of Madness. Je le savais, hein. Ah, c'est Codename qui l'emporte. De 2 positions. Ok. Evan and Hale contre Viscount of the West Kingdom. Evan and Hale. Ouais, Evan and Hale. Je trouve qu'il y a moins d'aspects aléatoires, tu sais. Non, ben, oui, mais il y a... Ah, en tout cas. On a eu une discussion assez animée sur qu'est-ce qui est aléatoire, qu'est-ce qui est pas aléatoire dernière. C'était hors d'onde, là, mais je reviendrai pas là-dessus. Ouais. Ok. 2 de tes jeux, Skull Tales contre Vicomte. Vicomte. Skull Tales contre Télestration. Skull Tale. Pour nous, Télestration, c'est plus une activité qu'un jeu. Ouais. Mais, fais ce que tu veux, là. T'es pas obligé de te laisser influencer, au pire, on a nos auditeurs. Ouais. Je pense que je vais demander aux auditeurs. Les auditeurs. Skull Tales n'est pas un jeu super connu. Mais Télestration est presque au bas complètement de... Ok. Fait que Skull Tales C'est Skull Tales qui gagne. Ouais. Oh, mes 2 jeux de partie, Concept versus Télestration. Télestration. Ouais, Télestration. Spirit Island contre The Crew. Spirit Island. V-Sabotage contre The Crew. The Crew. Ça a fait mal à dire, ça. J'ai comme eu mal. V-Sabotage contre Alchemist. Tyrants of the Underdark contre Dune Imperium. Ça fait mal parce que, en fait, il faudrait que j'essaye Tyrants of the Underdark parce que j'aime beaucoup l'aspect deck building, contrôle de territoire. Tu sais, puis là, on a un deck building, worker placement. Je pense que je vais y aller avec Dune Imperium parce que j'y ai joué puis je l'aime beaucoup. Je vais y aller avec celui-là, moi aussi. Tyrants of the Underdark contre Innovation. Innovation pour moi. J'ai envie d'y aller aussi avec Innovation. Là. J'aimais le chaos contrôlé, comme t'as dit. Là. C'était le bordel. Là. T'as tout le temps... Ça escalade rapidement. The Estates contre War of Whispers. Ah, The Estates pour moi. Je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu-là. Mais War of Whispers, je veux dire, c'est des armées qui se bâchent dessus. Toi, tu regardes, tu ris, tu sais, c'est... Ouais, mais comme le petit côté cynique, genre conseiller de ville corrompu, qui se graisse la patte, aller voler les buildings des autres, là, ça me fait bien plaisir, ça aussi. Ouais. Les auditeurs te donnent raison et ils vont avec... War of Whispers. Ah. J'allais dire, je suis déçu, The Estate, c'est quand même assez bas dans le classement. Ah oui? Est-ce qu'il est plus bas que Quadropolis? Oui. Donc, Quadropolis contre The Estate, Quadropolis gagne.
Ah, là, c'est un autre duel. Puis là, lui, j'ai déjà perdu. C'est Cthulhu Death May Die contre Gloomhaven, le meilleur jeu au monde. Est-ce que... Il est pas le meilleur dans notre classement des auditeurs, mais il est quand même plus haut que Cthulhu. Ouais. Donc, Gloomhaven. Cthulhu Death May Die contre Watson et Holmes. Moi, je vais voter pour Cthulhu. Moi, je vais aller pour Watson et Holmes. Et les auditeurs disent Cthulhu. Oui, ils connaissent notre seigneur. Watson et Holmes contre Terra Mystica. Terra Mystica. Terra Mystica. Watson et Holmes contre Keyflower. Keyflower. Ah, ça fait mal, ça, c'est 2 de mon top 5, là. Mais War of the Rings contre Sight. Sight. War of the Ring. Quelle erreur. Non, je dis quelle erreur, mais... Et les auditeurs me donnent raison. C'est vraiment pas facile. On est dans les jeux, tu sais, que... Ouais, c'est tous des excellents jeux, là. Star Wars Rebellion contre Sight. Ben, j'ai dit tantôt que War of the Ring puis Rebellion, c'était pareil pour moi. Fait que, Rebellion. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que c'est drôle, hein, parce que j'avais dit au premier épisode que Sight c'était mon préféré, mais j'ai rejoué à Rebellion, puis fait que Rebellion. Une chance, parce que nos auditeurs, eux, ils auraient pris Sight. Oh! Dead of Winter contre Sight. Sight. Dead of Winter. Mais les auditeurs disent Sight. 2 jeux à toi. Dead of Winter contre Guards. Mais toi, tu vas voter Guards. Guards. Moi, j'ai de la misère avec ça, parce que c'est vraiment deux trucs vraiment différents. Je pense que je vais y aller pour Dead of Winter, puis je vais laisser le choix aux auditeurs. Je sais pas, Dead of Winter, c'est quand même un jeu polarisant. Beaucoup qui l'aiment beaucoup, puis il y en a qui l'haïssent. Hey, oh, Guards est plus haut. Nice. Good job, la gang. Dead of Winter contre Isle of Sky. Dead of Winter. Ouais, pour moi aussi. Isle of Sky contre Merchants and Marauders. Merchants and Marauders. Isle of Sky pour moi. Et pour les auditeurs, c'est Isle of Sky. Mais pas de beaucoup. Merchants and Marauders contre Seven Wonders. Merchants and Marauders. Ouais. Donc, Evan and Ale contre Cyclade. Cyclade. Evan and Ale. Oh. J'aime pas j'ai de la misère avec l'aspect bidding de Cyclade. J'aime beaucoup Cyclade, mais j'ai de la misère avec le bidding. C'est Evan and Ale qui l'emporte pour nos auditeurs. Vicomte of the West Kingdom contre Cyclade. Cyclade aussi. Vicomte contre Aeon's End, Legacy. Je vais aller pour Aeon's End. Vicomte pour moi. Et Vicomte qui l'emporte pour nos auditeurs. OK. Skull Tales contre Aeon's End. Moi, je vais aller pour Aeon's End. Skull Tales. Une chance qu'on a des auditeurs. Ben oui, hein, parce qu'on... On a eu besoin d'eux autres quand même pas mal. c'est Aeon's End qui l'emporte. OK. Ben peut-être que je serais d'accord avec toi si je l'avais essayé aussi. Mais... Ouais. Faut l'essayer la prochaine fois. Skull Tales contre Codenames. Skull Tales. Nos auditeurs disent Codenames. Ah, c'est quand même un très bon jeu, Codenames, mais c'est dur de comparer un petit jeu de party avec un gros dungeon crawl. Ouais, qui a beaucoup de mécaniques. Mais quand je trouve, c'est ça, Skull Tales, il a essayé de faire... Il a comme trop essayé d'affaires, puis... Ouais, il était un peu trop ambitieux, puis il aurait fallu comme trim down une coupe d'affaires. C'est ça. T'as raison. Tu sais qu'est-ce que tu vas prendre? Skull Tales contre Mansion of Madness. Skull Tales. Mansion of Madness. Et Mansion of Madness pour nos auditeurs. Bouh. Ouais, je pense que c'est le jeu que j'ai présenté que t'aimes le moins. Ah, définitivement. Ah, ouais. Il y a peut-être concept. Ouais, c'est ça. Ouais, Concept illustration, mais à part ça... Pourtant, moi, en tout cas, je veux dire, j'ai eu toujours des bons moments à jouer avec ça. Ok, Dune Imperium contre Spirit Island. Spirit Island. C'est difficile. Non. Mais je pense désagréable, mais je pense que je vais y aller pour Spirit Island. Dune Imperium contre The Crew. Je vais aller pour Dune. The Crew. Et je crois que... Oh non, oui, Dune. Mais une position seulement pour nos auditeurs. Ok. Fait que les deux sont très hauts. Innovation contre The Crew. The Crew. Ouais, The Crew. Innovation contre Alchemist. Alchemist. Innovation contre V-Sabotage. Innovation. Ouais, moi aussi. Tyrants of the Underdark contre V-Sabotage. Moi, je vais aller pour V-Sabotage. Moi aussi. Gloomhaven contre War of Whispers. Gloomhaven. War of Whispers. Ouais, les auditeurs me donnent raison. Ouais, c'était... Death May Die contre War of Whispers.
Cthulhu Death Metal. War of Whispers pour moi. Mais les auditeurs te donnent raison. Je suis on a streak. Terra Mystica contre War of Whispers. Terra Mystica. Ouais. Ça, je pense que c'est le jeu. Je me suis dit un jour, il faut que je gagne à Terra Mystica. J'ai jamais gagné. J'ai toujours eu du fun. Faut que t'arrêtes de jouer contre moi. Désagréable. Keyflower contre War of Whispers. Keyflower. War of Whispers. Et c'est Keyflower qui l'emporte pour nos auditeurs. Oh. Watson et Holmes contre War of Whispers. War of Whispers. Ouais. Watson et Holmes contre Quadropolis. J'ai envie d'aller de ton bord, là. Ouais, moi j'aurais le goût de prendre Quadropolis. Juste pour dire, hein. Parce que je me dis, genre, j'aimais la dynamique dans Watson et Holmes que tu peux un peu attirer les autres joueurs vers une position qui a pas de bon sens. Hein. Ben ouais, moi je vais quand même y aller pour Quadro. OK. Et les auditeurs te donnent raison, mais encore une fois, une place de différence entre les deux. C'est sérieux? Evan and Hill contre War of the Ring. War of the Ring. Ouais. Définitif. Evan and Hill contre Star Wars Rebellion. Rebellion. Evan and Hill, il est pas dû, là, parce que c'est Evan and Hill contre Sight. Contre Guards. Evan and Hill contre Dead of Winter. Ouais, Dead of Winter pour moi. Evan and Hill pour moi. C'est Evan and Hill. Dead of Winter contre Cyclade. Dead of Winter contre Vicomte of the West Kingdom. Dead of Winter. Ouais, je vais y aller avec les zombies, moi aussi. Vicomte of the West Kingdom contre Isle of Skye. Oh, pas facile, celui-là. C'est drôle, hein, parce que c'est ça, tu sais, Isle of Skye, il est simple, mais tu sais, t'as l'aspect de Paris, tu sais, d'enchère un peu sur les tuiles qui est cool. Tu peux rajouter l'extension pour avoir un jeu plus costaud, plus complet, plus complexe. Par contre, peut-être que là, c'est justement, c'est qu'on a un jeu qui se voulait beaucoup plus complexe, on a plusieurs mécaniques interreliées. On se casse aussi la tête, mais plus à savoir comment on va pouvoir jumeler les différentes mécaniques. Versus Isle of Skye, on fait quelque chose de simple, mais on le fait bien. Je vais dire Isle of Skye parce que j'y ai joué plus souvent, mais je pense qu'avec Vicomte, c'est vraiment un jeu que plus j'y joue, plus je l'aime. Fait que je pense que, tu sais, dans 5 parties, je vais peut-être les mettre plus haut. OK. Mais je vais y aller pour Isle of Skye, moi aussi. Vicomte contre Merchants and Marauders. Vicomte. Merchants and Marauders. C'est Vicomte. Merchants and Marauders contre Aeon's End. Je vais y aller. C'est difficile, ça. Je pense que je vais y aller pour Merchants and Marauders. J'ai de la misère moi aussi, fait que je vais y aller pour ça. Aeon's End contre Seven Wonders. Je vais aller pour Aeon's End. Moi aussi. Seven Wonders contre Codename. Codename. J'ai envie de dire ça, moi aussi. Ça j'ai hâte de voir ta réponse. Seven Wonders contre Mansion of Madness. Seven Wonders. Oh my god, Sam. Ça, c'est... Hein, c'est un classique. C'est accessible, ça se joue vite. C'est surtout ça, en fait. Dans le temps de un Mansion of Madness, on peut se faire genre 7 games de Seven Wonders. Ouais. Bon, peut-être pas 7, là, j'exagère, là, mais... Ouais, mais tu fais plus le tour vite de Seven Wonders. Oui. C'est dur de les comparer parce que c'est des styles complètement différents, là, mais c'est ça. Seven Wonders, c'est quand même un classique pour une raison. Mais les auditeurs te donnent raison. Mais encore une fois, juste un au-dessus. Seven Wonders contre Skull Tales. Skull Tales. Seven Wonders. Mais je suis peut-être un peu violent contre Skull Tales. Il faudrait que je rejoue. Je pense que j'ai pas voté une fois pour Skull Tales, en fait, depuis le début. C'est Seven Wonders. Oh, là tu vas souffrir. Le meilleur jeu au monde contre Spirit Island. Ah, c'est Spirit Island encore. Je vais prendre Spirit Island aussi. Mais c'est proche, là. Les deux sont dans mon top 3. Ouais. Gloomhaven contre Dune. Gloomhaven. Je pense que je vais donner raison au meilleur jeu au monde. Dune contre Cthulhu Death Metal. Je réagis plus parce que c'est quand c'est mes combos pis que je suis comme un peu plus déchiré. Là. Je suis comme, je pense que je vais y aller pour Dune. Moi, j'ai le goût de prendre Death Medaille. J'ai pas tant trippé sur Dune, tu sais. Le jeu, il est correct, il est solide, mais il est pas extraordinaire. Vraiment, Death Medaille, c'est pas le meilleur dungeon crawler non plus, mais dans les dungeon crawlers simples, le dumb fun, là, il fait super bien ça. Puis il y a quand même, tu sais,
c'est pas juste brasser des dés. Il y a quand même... Tu réfléchis à où tu vas aller te placer, comment maximiser l'utilisation de tes habilités spéciales. C'est ça, puis la production est écœurante. Là. Fait que, ouais, je vais y aller avec Death Medai. Et la foule nous dit Dune. Death Medai contre The Crew. The Crew. Ouais, Death Medai. La foule dit The Crew. Death Medai contre Alchemist. Alchemist. Je vais aller pour Alchemist aussi. Ah non, Death Medai. La foule te donne raison. Alchemist contre Terra Mystica. Terra Mystica. Ouais. Tu sais, t'as pas mal plus le sentiment, tu sais, d'accomplissement, là, quand tu réussis à faire ton économie dans Terra Mystica, puis à faire comme 10 points dans un tour, puis que tout le monde est comme, quoi? Puis là, ça faisait 3 tours que tu l'avais prévu. Mais c'est-tu, non, je vais changer d'idée, je vois que Alchemist. Okay. Le thème est vraiment plus cool. Le thème est vraiment le fun, oui. Puis l'aspect de déduction, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les jeux, surtout pas mélangé avec d'autres mécaniques. Là. C'est vrai. Mais la foule dit Terra Mystica. Alchemist contre Keyflower. Je vais y aller avec Alchemist encore. Je pense que je vais prendre Alchemist aussi. Keyflower contre Innovation. Keyflower. Oui. Ça fait sacré, mais d'une bonne façon. Ouais. Puis Innovation aussi peut faire ça. Ouais. War of Whispers contre Innovation. Je vais prendre le War of Whispers. Moi, je vais y aller avec Innovation. Et la foule me donne raison. Oh. War of Whispers contre V-Sabotage, on va dire War of Whispers pour moi. V-Sabotage pour moi. Mais je pense que la foule te donne raison. J'aime ça jouer le Varys, tu sais, celui qui joue dans le dos de tout le monde, qui backstab. Ouais, mais dans V-Sabotage, littéralement, tu backstab des soldats allemands. C'est vrai. Mais ouais, c'est War of Whispers. V-Sabotage contre Watson et Holmes. Moi, je vais y aller pour V-Sabotage. Moi aussi. Watson et Holmes contre Tyrants of the Underdark. Watson et Holmes. Je vais y aller avec toi juste parce que j'ai pas joué à Tyrants encore. Il faut que je joue à Tyrants, là. Tyrants of the Underdark contre Quadropolis. Quadropolis. Quadropolis, ce sera. Tyrants of the Underdark contre The Estates. The Estates. The Estates. Tyrants of the Underdark contre Chronicles of Crimes. Tyrants of the Underdark. J'aurais tendance à y aller là à cause de la mécanique deck building puis contrôle de territoire. Chronicles of Crimes contre 3. 3. Chronicles of Crimes contre Acrotyrie. Moi, je suis team Acrotyrie. Ouais, moi aussi. Ouais, là, on en a un croustillant. Spirit Island contre War of the Ring. Spirit Island. War of the Ring. Et la foule me donne raison. C'est juste parce que ils jouent coop. T'sais, les gens aiment moins ça, se taper dessus. Gloomhaven contre War of the Ring. War of the Ring. Gloomhaven. Ça, c'est à peu près ceux qui vont te donner raison. Oui, mais pas de beaucoup. Une position encore. OK. Dune contre War of the Rings. War of the Ring. Ouais, je suis d'accord aussi. Dune contre Rébellion. Rébellion. C'est drôle, ils sont souvent suivis, au final, Rébellion puis ouais, War ben, comme je te dis, moi, j'ai mis à peu près égal. Fait que, normalement, si je suis constant avec moi-même, il devrait être un après l'autre. Ouais. Puis moi, je vote toujours Rebellion au-dessus. Fait que je pense que ça va finir serré. Dune contre Sight. Sight. Dune contre Guards. Guards. Dune. Non! Come on! Avoir Tiger Claw puis aller voler l'argent des autres, sniper les gens avec Swift, charger dans le tas avec Brogan. C'est que Guards, ça dépend trop de tes coéquipiers. Mais c'est ça qui est le fun, on a pas beaucoup ça, des jeux d'équipe. C'est nouveau, c'est thématique, oui, parce que justement, on le voit pas souvent. Mais tu sais, comme quand tu joues dans un MOBA, là, pis que là, ça commence à devenir un peu vulgaire dans le chat, là, parce que ton coéquipier a pas fait qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'il mais tu fais pas ça dans la vraie vie, avec des gens que tu connais, tes amis. Ben, attends. Ben, non, c'est vrai que moi, je t'insulte souvent. Oui, mais en tout cas, c'est juste drôle. Ouais. Mais, ouais. Fait que c'est pour ça que je vais y aller avec Dune, t'as moins le contrôle sur la game. Parce que t'as tes coéquipiers. C'est Dune. Ah, c'est pour ça que t'es fâché. Guards contre The Crew. Guards. Je vais aller avec Guards. The Crew contre Heaven and Hell. The Crew. Ouais. Je veux dire The Crew. Mais je trouve qu'Heaven and Hell va finir bas, là, mais... En tout cas, on verra. Ben, j'ai souvent voté pour, moi. Ouais, mais en tout cas. Heaven and Hell contre Death May Die. Moi, je vais aller pour Death May Die. Heaven and Hell. Mais je pense que, oui, la foule te donne raison. Ouais. J'aime beaucoup Heaven and Hell, ça, c'est sûr. Mais je pense que j'ai eu plus de fun à jouer à Cthulhu, tu sais, Mais faire de la bière.
Ça c'est, mais avec des moines, tu sais. Mais de la bière. Ouais. Mais tuer des gros monstres tentaculaires. Ouais, quand un jeu a un thème de Cthulhu, pour moi, c'est une prise contre le jeu plus que genre j'ai le goût d'y jouer. Ah, ok. Je suis comme tanné de ce thème-là. Ben, c'est vrai que ça a été beaucoup utilisé depuis que c'est tombé dans le domaine public, là. Ça, là, fait qu'il y en a comme trop. Terra Mystica contre Heaven and Ale. Terra Mystica. Et là. Heaven and Ale contre Alchemist. Alchemist. Ouais, je suis obligé de faire ça. Oh! Pour la première- C'est celui que j'avais défendu. Ouais, je me rappelle en plus, on a une soirée qu'on avait joué les deux, puis les deux on voulait défendre Alchemist, puis c'était comme, c'est la personne qui gagne, Ouais, qui choisissait quelqu'un qu'on défendait, ouais. puis c'est ça, t'avais gagné ce fois-là, bravo. Ouais. Tu peux te reprendre pour Heaven and Ale contre Keyflower. Ok, je vais y aller avec Keyflower, par exemple. Ouais, je vais aller aussi. C'est plaisant de bloquer les autres puis de casser leurs rêves. Heaven and Ale contre Innovation. Heaven and Ale. Ouais, moi aussi. Innovation contre Cyclade. Cyclade. Innovation contre Dead of Winter. Dead of Winter. Dead of Winter aussi. Innovation contre Isle of Sky. Innovation. Oh. Je pensais pas que tu l'avais aimé tant que ça, Innovation. J'ai trouvé ça bien. C'est juste que c'était difficile à suivre. Là. J'étais content qu'on ait joué via Board Game Arena parce que justement c'était plus facile de suivre tout ce qui se passait. J'ai quand même aimé ça. Mais c'est Isle of Sky selon nos auditeurs. Ok. Innovation contre Vicomte of the West Kingdom. Je vais y aller avec Vicomte. Moi aussi. Si bon, il va falloir qu'il y ait un jeu un peu moins bon qui apparaisse parce que là, Innovation bouge pas. Innovation contre Merchants and Marauders. Moi, je vais voter pour Merchants. Innovation pour moi. Et la foule dit Innovation. Au moins, ça l'a tassé. Merchants and Marauders contre War of Whispers. War of Whispers. Ouais. Merchants and Marauders contre V-Sabotage. Ah, c'est difficile. Je pense que je vais y aller pour V-Sabotage parce que je trouve que tu as un peu plus de contrôle sur la partie dans V-Sabotage que dans Merchants and Marauders parce qu'il y a beaucoup d'éléments aléatoires. D'accord, je vais pour V-Sabotage. Merchants and Marauders contre Watson et Holmes. Moi, je vais aller pour Merchants. Moi aussi. Watson et Holmes contre Aeon Zen Legacy. Je vais y aller avec Watson. Je vais y aller pour Aeon Zen. Et la foule te donne raison. Watson et Holmes contre Codenames. Watson et Holmes. Ouais, je pense que je vais y aller aussi pour ça. Codenames contre Quadropolis. Quadropolis. Ouais, pareil. Codenames contre The Estates, ça va être The Estates. The Estates. Codenames contre Tyrants. Je vais y aller pour Tyrants. Ouais, moi aussi. Codenames contre 3. Codenames contre Acro-Thierry. Acro-Thierry. Je vais y aller pour Codename. Ah ben. Et la foule me donne raison. Ouais. Acro-Thierry contre Mansion of Madness. Mansion of Madness. Acro-Thierry. Oh. Mais la foule, il va pour Mansion of Madness. Je pense que la foule est là, hein, parce qu'on le sait que Mansion of Madness, tu y creuserais un trou, tu l'enterrerais, et on n'en parlerait plus. À ce point-là, là. Non, c'est vrai. On a quand même 35 bons jeux. Ouais. En fait, 34 puis concept, mais... Acro-Thierry contre Seven Wonders. Acro-Thierry. Ouais, moi aussi. Seven Wonders contre Chronicles of Crime. Chronicles of Crime. Je vais y aller avec ça aussi. Oh! C'est fini! Oh! Roulement de tambour. Je dirais que les deux derniers, on s'y attendait un peu. Puis c'est drôle parce que t'as fait une blague dessus. Donc, en 35e position, on a Concept. En 34e, on a Terrestration. Donc, nos jeux, les jeux party que j'avais défendus. En 33, on a Skull Tales. Ah, c'est bas quand même. Ouais. 32e position, on a Seven Wonders. 31, Chronicles of Crimes. 30, Acro-Thierry. Ça me fait mal. Non, je pense que c'est à peu près là que je le mettrais, personnellement aussi. Ouais. 29, Mansion of Madness. Non, ok, je l'aurais mis en haut. 28, Codenames. 27, 3. C'est bas, ça. C'est ça, ouais, j'ai été surpris. 26, Tyrants of the Underdark. 25, The Estates. Juste en dessous de Quadropolis, qui est 24. 23, Watson et Holmes. 22, Aeon's End. 21, Merchants and Marauders. 20, V-Sabotage. Je m'attendais à ce que V-Sabotage soit plus bas. Il était bas dans le classement des auditeurs, mais moi, je l'aime quand même pas mal. 19, War of Whispers. 18, Innovation. 17, Vicomte. 16, Isle of Sky. 15, Dead of Winter. 14, Cyclade. 13, Heaven and Ale. 12, Keyflower.
11 Alchemist, 10 Terra Mystica. Ouais, là, j'ai dit 10 Terra Mystica, puis tu sais, c'est là, on est dans le top 10, en fait, là, j'aurais dû faire un petit... Sans tambour ni trompette. En 9e position, on a Cthulhu Death May Die. Ah, c'est haut, ça, pour ce jeu-là. Ben, moi, c'est un de mes top 5, là. C'était mon top 5. Ouais. Avec Mansion of Madness, que tu n'aimes pas du tout. En 8e position, on a The Crew. Quand même. En 7e, tu vas être triste. Guards of Atlantis 2. Mais tu vois, moi, je m'attendais à ce qu'il soit plus bas, parce que dans le classement des 12 auditeurs, il est pas très haut. Fait que dans le fond, ça allait dépendre de toi, là. Ouais. Mais moi, je l'aime quand même bien. Pas autant que toi, là, définitivement, mais je l'aime quand même. En 6e position, Dune. Ça m'a impressionné. Ben, c'est qu'il est très haut dans le classement des auditeurs, donc toutes les fois qu'on n'était pas d'accord, il tombait au-dessus, là. Sauf contre le top 3, là. Ouais. 5e position, Sight. J'aurais pensé qu'il aurait été plus haut. Ah, tu vois, moi, je l'aurais mis plus bas, mais bon. Là, ça me fait mal. J'étais sûr que ça serait dans un ordre particulier, mais finalement, c'est dans l'ordre inverse. On a Star Wars Rebellion en 4e, puis au premier pas du podium, on a War of the Rings en 3e position. On a finalement le 2e meilleur jeu selon Board Game Duel, Gloomhaven. Et finalement, le top 1 de notre premier classement, Spirit Island. Ben, c'est pas tant surprenant, là. Le 1, 2, 3 sont les mêmes que 1, 2, 3 de nos auditeurs. Ah ouais? Ouais. Puis honnêtement, tu sais, 2 de ces 3 jeux-là sont dans mon top 3 personnel aussi, donc je suis satisfait de ce classement-là. Ouais. Moi, j'allais dire, dans le top 5 Board Game Duel, il y en a 3 qui sont aussi dans mon top 5. War of the Ring, Rebellion, Sight. Non, ben cool, on a un top 5 qui nous représente tous les deux. Ouais. Et on espère que ça vous a représenté vous aussi à la maison. J'espère que ça a été le fun de nous entendre s'ostiner à savoir lequel qui est le meilleur, puis que vous êtes content d'avoir pu être le bris d'égalité, ou que vous regrettez de pas avoir pu le faire parce que vous n'êtes pas allé voter. Mais c'est pas grave, on va se reprendre, il va en avoir d'autres. Ouais, l'année prochaine, on va revenir avec notre ultime classement 2. Donc, c'était la fin de notre 20e épisode. Tenons à remercier tous nos auditeurs pour vos mots d'encouragement. Nous voulons aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. On vous invite aussi à aller voir, aller commenter sur notre Facebook, Instagram et notre Discord pour nous dire, vous, c'est quoi votre top 35? Ouais, dites-nous pourquoi on a tort. Dites-nous pourquoi, c'est ça. Gloomhaven devrait être top 1. Non. Donc, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit... À la prochaine. À plus. Oui, en effet, très interactif. Si bol, ça a pas été facile. On a déjà notre premier petit bout à couper, je pense. Tu vois le classement dans le fond, là? Toi, t'as un prévu, non? Non, c'est juste que je retiens à peu près ce qu'on a voté. Ah ouais, qu'est-ce que je dis? C'est moi qui ai l'écran en plus. Ouais, c'est ça.